Eh bien, je suis avec Stéphane Dehoche d'Imagino. Bonjour Stéphane. Nous allons faire un point sur la CDP, un an après ce livre blanc que vous aviez sorti avec Custop l'année dernière et pour lequel nous avions invité Antoine Coubret. Et nous allons faire d'abord le point sur l'évolution de ce marché pour ensuite faire un zoom sur quelques cas d'usage à l'occasion de la sortie d'un nouveau livre blanc qu'on mettra d'ailleurs en lien dans cet article. Alors, commençons par déjà l'évolution de ce marché. Hein. C'est un marché qui est en train de mûrir assez rapidement, hein, d'après ce que j'ai Oui, compris. on voit tout à fait que l'intérêt des entreprises pour les CDP ne se dément pas, et on le voit nous très concrètement avec un nombre de demandes et de RFP qui est en forte augmentation. Et donc les entreprises, voilà effectivement le moyen de désenclaver la donnée, une donnée qui est quand même bien enclavée en général au niveau de direction informatique, hein. Il n'y a rien de mal à ça, hein. C'est juste l'état dans lequel est la donnée aujourd'hui. Et donc, c'est un marché qui est en augmentation rapide. D'accord. Donc, une amélioration notable pour, je dirais, euh, les campagnes marketing par la suite pour se baser sur des données qui sont déjà mieux unifiées, enfin, pour pas dire Bah, bien qui unifiées. d'abord sont unifiés tout court, hein. Ouais. C'est la possibilité d'unifier les données qui viennent de l'e-commerce avec les données qui viennent du point de vente, par exemple. Mhm. Ce sont deux systèmes informatiques qui ne se parlent pas, l'un qui est online, l'autre qui est offline, des technologies très différentes. Et à accéder à ces données au même moment pour avoir une vue d'ensemble sur ce que le client a vraiment acheté les 12 derniers mois, bah, nécessite d'aller connecter toutes ces données. Et vraiment, c'est ce qu'amène les Customer Data Platform en unifiant, en normalisant. On arrive à retrouver finalement la vue client complète. Alors, quand vous dites que c'est en train de maturer, est-ce qu'on a une idée du pourcentage de pénétration de ces technologies dans, mettons, alors je suppose pas les PME, mais je dirais les ETI et les grands comptes? Moi, je dirais que c'est encore faible, hein. C'est peut-être entre 5 et 10% d'entreprises équipées aujourd'hui. Mhm. Et encore, il y a une première vague de Customer Data Platform qui date d'il y a une dizaine d'années. Elle fait beaucoup de promesses. Finalement, on n'a pas délivré toute la valeur attendue. Beaucoup parce que ces outils étaient focalisés sur le monde online et que notre grosse entreprise, forcément, elle a une activité dans le monde physique. Elle a des magasins, elle a des points de vente, elle a des centres d'appel. Et donc, il fallait rassembler tout ça. Donc, il y avait une promesse qui n'a pas été suffisamment tenue, probablement, dans le passé. Bon, là, on est sur la deuxième génération de Customer Data Platform. Et le taux d'équipement, il est encore faible. C'est en augmentation. Oui, c'est assez frappant pourtant, le, euh, la relation client, l'expérience client, comme on dit aujourd'hui, c'est quelque chose de fondamental. Alors pourquoi les investissements ne vont-ils pas beaucoup plus sur ces technologies? On voit que les grandes entreprises, les investissements qu'elles ont fait ces dernières années, c'était plutôt vers les data lakes, hein, les gros projets informatiques, Mm. c'est des projets de rassemblement. Et ces projets ont leur valeur, notamment pour la gouvernance de la donnée, hein. Ça rend la donnée euh, à la fois plus accessible et plus accessible pour les informaticiens, pas plus accessible pour les gens de marketing. Mais c'était sans doute une étape nécessaire. Et ces projets ont occupé direction informatique ces dernières années. Le taux d'équipement data lake, lui, par contre, est très élevé. Je sais pas s'il est 60-70%, mais je pense que ça doit être l'ordre de grandeur. En tout cas, nous, on trouve souvent des data lakes quand Mm. on va en prospection sur le marché. Euh, et les besoins du marketing, finalement, ont été mis un peu en sommeil. Aujourd'hui, les marketeurs se réveillent parce que, finalement, cette donnée, elle est là, mais moi, je ne peux pas y accéder. Pourquoi ils ne peuvent pas y accéder? Souvent parce que, d'abord, ces outils sont accessibles en SQL. Ce sont des gros moteurs de base de données avec des accès pour les spécialistes. Or, la donnée dont a besoin le marketeur, ce n'est pas une donnée brute, c'est une donnée où le client, on le retrouve, où il a été unifié, où il a été normalisé et où j'ai pu créer des segments, des agrégats pour enrichir cette donnée. Donc, ce Mm. besoin, maintenant, voilà, il refait surface à nouveau. L'existence des data lakes, finalement, simplifie un peu l'équation quand même, parce que nous, on sait où aller chercher la donnée brute. Ouais. Elle est, pour beaucoup, dans le data lake. En général, on va en chercher un peu ailleurs aussi. Le data lake n'est pas la réponse universelle à tout. Je pense notamment aux données de streaming. Si vous voulez, les logs web, on les récupère directement en streaming du site web. Ça va beaucoup plus vite que d'attendre que ça soit Mm. dans le data lake et le récupérer après. Alors, c'est une excellente transition parce que pour nos trois cas d'usage qu'on a choisis ici pour cette interview, bah, le premier, justement,
c'est la connexion à un data lake. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce cas d'usage et peut-être en l'illustrant au travers d'un de vos clients? Le cas d'usage, finalement, c'est mettre une interface marketing sur un data lake existant. Le data lake, comme on le discutait à l'instant, il a été fait par et pour les informaticiens. Et les gens de marketing, pour pouvoir utiliser ces données, ont besoin d'interface. La Customer Data Platform est cette interface. Elle va simplifier le modèle de données et permettre au marketing de faire des segments qu'il va pouvoir envoyer vers ses autres outils, des outils de gestion d'audience, envoyer vers Facebook par exemple, ou vers des outils de gestion de campagne marketing, comme Imagino Campaign, comme Adobe Campaign ou le Software Marketing Cloud. Donc, activer cette donnée. Donc, c'est vraiment rendre la donnée accessible, activable aux gens du marketing. Donc, un cas d'usage peut-être avec un de vos clients? Oui, alors le cas d'usage classique, c'est d'aller alimenter un outil de gestion de campagne. Donc, le marketeur va pouvoir finalement, une fois qu'il a agrégé sa donnée, unifier ses clients, il va pouvoir relancer ses campagnes marketing habituelles, mais avec un niveau de personnalisation beaucoup plus élevé. Un niveau de personnalisation plus élevé parce qu'il a accès à absolument toute la donnée disponible sur le client, la dernière transaction, les paniers moyens. Il a vraiment tout pour faire une segmentation fine et récupérer de l'information de personnalisation qui sera poussée à l'outil de gestion de campagne marketing. Une enseigne de distribution spécialisée qui va vouloir passer une communication de masse parce qu'il n'avait pas de possibilité de segmenter simplement des campagnes marketing qui sont à la fois ciblées parce qu'il peut segmenter et personnalisées parce qu'il aura les informations pour le faire. Donc, c'est personnalisé en fonction des derniers achats du client. Donc, par exemple, envoyer de nouvelles offres en fonction de derniers achats, voilà, c'est quelque chose qui maintenant est accessible pour cet acteur de la distribution spécialisée. Alors, deuxième cas d'usage, c'est la fiche client en magasin. La fiche client en magasin, tout à fait. Alors, on a un client que je peux citer cette fois qui est Diptyque, qui utilise une Customer Data Platform, celle d'Imagino, pour mettre à disposition des conseillers dans les magasins l'information du client qui est nécessaire à lui donner les bons conseils et à lui vendre des choses qui lui seront utiles et agréables. Alors, ces données, elle a récupéré de tout un ensemble de systèmes informatiques, bien sûr le site web, bien sûr le système de caisse, des informations sur la fidélisation des clients, le système de gestion de feed, et tout ça est rassemblé. Et donc, le conseiller en magasin, il a vraiment accès à la fiche du client. Et si la fiche n'est pas là, il peut aussi la créer. Donc, c'est vraiment, il y a ce dialogue avec le client. Et on n'a pas besoin de tout lui redemander sur lui. On va juste lui demander son nom de famille et la personne au magasin va pouvoir le retrouver et puis lui apporter de bons conseils. Troisième cas de figure, c'est l'agrégat de données. Voilà l'agrégat de données que finalement on va utiliser, donc après enrichissement, pour aller vers les outils de business intelligence. En fait, ce cas d'usage, c'est pas celui pour lequel nos clients achètent la Customer Data Platform Imagino ou d'autres Customer Data Platform d'ailleurs. En général, on a un cas d'usage qui est plus marketing, qui est de la relance de panier abandonné, qui est du data movement, peu importe. Mais quand en cours de projet, le client s'aperçoit qu'à un moment, il a unifié ses clients, parce que c'est une étape toujours par laquelle on passe, et qu'enfin, sur son client, il a non seulement les transactions du web, mais les transactions au magasin, qu'il est capable de faire la somme des transactions et d'avoir finalement le vrai panier moyen, parce qu'avant, il était capable de calculer avec de la BI son panier moyen sur le site e-commerce ou sur le système, sur les points de vente. Mais il n'avait pas la somme des deux. C'était quelque chose qui était très compliqué à faire. Maintenant, avec une Customer Data Platform, il a accès à cette information. Donc, on a une information qui est juste sur le client. À ce moment-là, la grande tentation, c'est une tentation heureuse, c'est de se dire, waouh, finalement, j'ai la donnée qui a été correctement unifiée. Maintenant, je peux faire des vraies analyses dessus. Donc, on pousse ça vers les outils de BI. Donc, typiquement, notre Customer Data Platform, elle prépare des cubes. Alors, on est même à préparer des cubes avec toutes leurs dimensions pour les pousser vers les outils BI qui vont pouvoir finalement faire leur analyse sur une donnée qui est complète. J'allais dire juste, c'est pas que la donnée utilisée avant n'était pas juste, ça a été juste, mais elle était incomplète. On faisait ces analyses sur les informations de site e-commerce et que celui-là. Bon, ben, c'est pas la vue complète du client. Maintenant, on est capable de donner accès à la vue complète du client. Donc, les outils BI, maintenant, peuvent faire leur travail plus profondément et différemment. Donc, on le voit, des
des potentialités technologiques qui sont très intéressantes pour le bénéfice du marketeur. Pourtant, comme on le disait au départ, c'est 90% de clients au minimum qui n'ont pas encore sauté le pas. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire d'un point de vue marketing et peut-être même en termes de retour sur investissement qui les ferait changer d'avis? Ce qui peut les faire changer d'avis, c'est que les customer ta plateforme, elles ont été faites pour être déployées rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des systèmes agiles, par nécessité, agiles parce qu'on doit connecter des sources de nature très très variées et très rapidement. Ça, c'est le fondement de notre métier. Puisqu'on doit le faire de manière agile et flexible, en fait, la mise en production est assez rapide. C'est beaucoup plus rapide que d'autres outils traditionnels en B2B software. Donc, faire un essai, je vais dire, ça vaut le coup. Laissez-vous tenter. Choisissez bien un cas d'usage. Cas d'usage, ça peut être quelque chose de simple pour commencer. Une relance de panier abandonné qu'on a eu du mal à faire parce qu'on avait du mal à rassembler toute la donnée nécessaire pour le panier abandonné. Panier abandonné, il faut accéder au stock, accéder à la commande précédente, faut accéder aux derniers achats. Bon, c'est quand même beaucoup de checks à faire. C'est au niveau des données assez compliqué, mais c'est ce que Customer Data Platform fait beaucoup d'agilité. Donc, choisissez un cas d'usage comme celui-là, un relance de panier abandonné, une personnalisation web particulière que vous voulez faire, et déployez une data platform pour le mettre en place. Et vous verrez que le jeu en vaut la chandelle et que ça se teste et ça se met en route très vite. Avec un ROI, bien sûr, à la clé. Alors, justement, un ROI 2, Un combien? ROI 2, en général, nos clients, le ROI, il est de 9 à 12 mois. 9 à 12 mois pour arriver à équilibrer les dépenses et les Oui, bénéfices? oui, bien Donc, le sûr. point mort, Ça quoi. dépend beaucoup des cas d'usage qui sont mis en place, hein, bien évidemment. D'accord. Mais voilà, 9 à 12 mois, Et c'est si ça. donc, si on imagine une durée de vie de 5 ans d'une plateforme comme celle-là, entre le coût de mise en œuvre et de maintenance et son retour sur investissement marketing, c'est quoi? C'est un rendement Elle de va, 1 à 5? oui, elle va rendre 4 à 5 fois son coût, bien sûr. Et au-delà de ce que ça rapporte, il y a la qualité de l'interaction client qui est améliorée aussi. C'est-à-dire que l'image de la marque, et ça, c'est pas forcément monétisable immédiatement, mais l'image de la marque, il est meilleur. On voit bien que lorsqu'on reçoit des communications, quand la marque interagit avec nous et qu'elle s'intéresse à moi, mais pas trop, juste ce qu'il faut, qu'elle a le bon niveau d'intérêt et qu'elle vous conseille bien, ben, j'ai plus d'envie de revenir. Bon, donc on voit, c'est à la fois quantitatif et Et qualitatif. Alors, puisqu'on vous a sous la main, est-ce qu'on peut profiter de votre vision du marché pour nous dire ce qui va se passer d'un point de vue à la fois technologique et marketing sur ce marché de la CDP dans les 5 ans qui viennent? Je pense vraiment que les CDP qui sont capables de streamer la donnée, donc c'est le cas de la nôtre, de quelques autres, mais tous ne sont pas, vont vraiment prendre le dessus, entre guillemets, sur les autres, parce que les clients auront de moins en moins envie de dupliquer la donnée. Ils ont beaucoup de données clients, tout dupliquer, c'est un effort énorme, c'est de la maintenance, c'est des coûts, c'est beaucoup de complexité, c'est une perte d'agilité aussi. Quand vous dupliquez la donnée, vous êtes moins agile parce que dès l'instant où vous voulez ajouter de l'information, il faut créer de nouvelles tables, de nouvelles colonnes, faire un nouveau projet. C'est long et inutilement long. Donc les données qui sont capables de streamer la donnée, de streamer les segments, de faire leur travail sans adhérence à la donnée, c'est-à-dire sans rien stocker chez elles vont prendre le pas peu à peu de manière sûre. Parce que la gouvernance des données, c'était un mot savant il y a quelques années. Aujourd'hui, on voit que le RGPD se renforce. Les premières amendes, elles sont tombées, elles sont colossales. Et maintenant, peu à peu, les entreprises font de plus en plus attention à ça. Et donc, ça va amener ce shift du marché. Oui, puis il y a un enjeu aussi de préserver la donnée temps réel pour en garder la Bien fraîcheur et sûr. la qualité. La fraîcheur, quand je copie la donnée, je perds de la fraîcheur. Exactement. Eh bien, merci Stéphane. Et Merci, longue vie à la Anne. CDP. J'ai l'impression que, vu qu'il reste encore 90% des clients équipés, on aura l'occasion de se reparler On quelques va fois parler. dans les années qui viennent.